Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler un peu de l'Olympique de Marseille en cette journée de grande chaleur. On fait un petit détour par le sud et on parle de l'OM pour plusieurs raisons. Ça fait un petit moment, c'est vrai que hier on parlait de Robert Lewandowski au Barça, comment son arrivée transforme le FC Barcelone. Ce week-end on faisait un point Serie A, qui en Serie A fait le meilleur mercato pour l'instant. Notre dernière vidéo sur l'OM, elle remonte à l'arrivée d'Igor Tudor, où on se projetait un peu sur son Olympique de Marseille 2022-2023, un peu d'analyse tactique, comment est-ce qu'il pourrait le faire jouer. Mais depuis, c'était un petit peu le calme plat niveau mercato. Il y a eu du mouvement sur le marché des défenseurs centraux. Gigot était déjà arrivé, Isaac Touré en tout début de mercato et Chancel Mbemba, prix libre. Ça, c'est vrai que c'était un mouvement des derniers jours. Mais ça s'est vraiment accéléré cette nuit avec les arrivées donc de deux gars. Luis Suarez, le buteur colombien de 24 ans de Grenade, pas l'Uruguayen, pas l'Espagnol, Ballon d'Or 1960 évidemment, et Jonathan Klaus, donc le piston du RC Lens qu'on connaît très bien. Voilà, comme d'habitude on va se faire un petit peu d'analyse technique, revenir en vidéo quand même axé sur le jeu, le terrain, et donc tenter de répondre aux questions que ces transferts suscitent. Est-ce qu'ils peuvent permettre à l'OM de franchir un palier sur sa qualité? Comment est-ce qu'ils s'adapteront au système marseillais? Voilà, on va revenir un petit peu sur les deux, et bien sûr je vous donnerai mon avis à la fin. On est parti, installez-vous confortablement, une petite vidéo sur le mercato de l'OM. C'est parti sur Jonathan Klaus. La première interrogation pour moi, c'est est-ce que c'est pas un peu cher? On est sur un gars qui a 29 ans, qui en aura 30 en septembre, que l'OM a vraisemblablement payé autour d'une dizaine de millions d'euros, on parle de 9 plus 2, 8 plus 3, alors qu'il lui restait une seule année de contrat à Lens. Est-ce que c'est pas un peu cher? D'emblée, là comme ça, j'ai envie de répondre plutôt non. Jonathan Klaus t'apporte une garantie de qualité, c'est peut-être un peu fort. Est-ce que la garantie de performance et de qualité, ça existe vraiment en foot? Mais disons qu'il s'en approche le plus possible. Il t'apporte une garantie de qualité pour la Ligue 1, connaît très bien ce championnat, on le voit jouer depuis 2 saisons. On n'a sans doute pas besoin de ses stats avancées, mais on va les regarder quand même sur son rapport de scouting, vous connaissez maintenant. Il est dans... ses performances offensives sont impressionnantes. Il est dans le top 3% sur le nombre de passes décisives données par match. On rappelle, c'est par rapport aux autres défenseurs latéraux des 5 championnats majeurs. Il est top 3%, il donne en gros une passe décisive tous les 3 matchs à peu près. Sur les actions amenant à un tir, il y en a 4 par match, quasiment 4 par match, ce qui le place dans le top 1% des joueurs avec le plus d'actions menant à un tir. En général, sur la phase de préparation, construction, les dribbles réussis, les passes vers l'avant reçues, il est véritablement ce joueur de dernier tiers qui a un impact dans le dernier tiers. Même au-delà de ses passes décisives, il marque pas mal de buts, top 7% des latéraux qui marquent pas mal de buts, un vrai piston là-dessus. Donc il y a cet apport offensif qui est vraiment notable, et même défensivement, on le voit, pression, tacle, c'est correct, c'est surtout interception où il se distingue, top 3% des interceptions, parce qu'il est ce joueur, il est ce piston du RC Lens, c'est-à-dire qui aime défendre en avançant et qui aime gêner le relanceur adverse. Bon, ça c'est les stats avancées, la réalité c'est qu'elles nous disent à peu près tout ce qu'on sait quand on regarde les matchs du RC Lens, quand on regarde les matchs de Jonathan Klaus. C'est que son apport offensif est top niveau, que ce soit sur le volume de course, sur la qualité des ballons donnés, les percées décisives, la précision de ses centres aussi, un secteur dans lequel l'OM est défaillant depuis un moment, ce qui est vraiment dommage quand t'as Milik en pointe. Bon, Jonathan Klaus en plus de ça, c'est un bon tireur de coups de pied arrêtés, il peut tirer les corners, depuis lesquels il a donné plusieurs passes décisives, il peut tirer les coups francs aussi, même très bien, pour les matchs où Payet par exemple est absent, ça peut être pas mal. Il est un petit peu plus en difficulté dans la défense de surface, notamment pour couvrir son second poteau. Maintenant, dans un monde idéal, l'OM est pas trop replié dans son dernier tiers. L'OM d'Igor Tudor qui veut défendre en avançant, être très haut, harceler le porteur, prendre l'équipe adverse à la gorge et avoir sa ligne défensive à la médiane. Idéalement, Jonathan Klaus se retrouve pas trop souvent à défendre sa surface de réparation et couvrir son second poteau. Dans ce contexte, bon, il est totalement adapté parce qu'il est ce joueur qui défend en avançant. Il est aussi, grâce à sa forte mobilité et son haut niveau d'énergie, un gars qui peut bien couvrir l'espace, les grands espaces dans ton dos. Il est pas mal pour la protection par rapport à ça. Donc voilà, je pense que Jonathan Klaus, sur le profil technique, on sait ce qu'on sait. C'est pas trop un problème. Là où on peut nourrir quelques inquiétudes ici et là, ce que je peux comprendre, c'est, première chose, quand un gars vient d'une équipe qui est hyper fonctionnelle comme le RC Lens, qui marche super bien, qui est collectivement très très bien construite, il y a toujours la petite inquiétude, est-ce que ce gars-là peut reproduire ce niveau de performance ailleurs dans un collectif qui est un petit peu plus balbutiant ou à construire en tout cas?
Bon, moi c'est une interrogation que j'ai eue pour pas mal de joueurs, je sais pas, l'Atalanta, Leipzig qu'on a vu très bien performer sur les dernières saisons. Il y en avait que j'en voyais pourtant pas forcément faire le step up dans un grand club européen entre guillemets, parce qu'il me semblait surfer sur la vague collective. Jonathan Klaus, j'ai envie de dire que oui, son collectif est fonctionnel, mais au sein de ce collectif fonctionnel, il est un des éléments les plus importants, les plus décisifs. Si on reprend l'analogie de la vague, lui il ne surfe pas tant sur la vague qu'il crée la vague, ou au moins en partie. Du coup, par rapport à ça, ça m'inquiète tout de suite un petit peu moins. Il y a une autre question aussi que je trouve intéressante, c'est le fait qu'il soit international français. Pour moi, ça vient avec 2 gros points positifs. Le premier, c'est que ça s'est pas hyper bien passé en bleu. Et ça, je dirais que c'est une bonne chose parce que ça lui a permis de construire un peu de résilience mentale. Jusque-là, je ne vais pas dire que sa carrière a été facile, même pas du tout. Au contraire, le gars était en Ligue 2 il y a 4-5 ans. Il était en Ligue 2 allemande il y a 3 ans avec l'Arminia Bielefeld. Bon, c'est pas un parcours évident, mais depuis qu'il est au RC Lens et en général, il n'avait pas connu la difficulté de l'exposition médiatique, le projecteur, le fort niveau de lumière et tout ce qui va avec. Le fait que ce se soit pas hyper bien passé en équipe de France, le penalty qu'il concède, etc. sur ces quelques minutes de jeu, bon, je pense que ça peut construire un petit peu de résilience mentale qui est absolument nécessaire quand tu arrives à l'OM. On connaît, à Marseille, il y a eu pas mal de joueurs de Ligue 1 qui étaient performants dans leur club en Ligue 1 et le step-up, l'arrivée au Vélodrome, c'était un cap qui était trop difficile à franchir, notamment mentalement. Avec cette expérience en équipe de France, à la fois cette expérience du très très haut niveau, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus, quand tu joues contre la Croatie par exemple, de l'expérience Ligue des Champions qu'il va connaître à Marseille. Déjà sur l'expérience du haut niveau, mais aussi sur ce que ça suppose mentalement, le fort niveau d'exposition médiatique, etc. Ouais, voilà, je pense que c'est pas mal d'avoir eu cette expérience avant d'arriver à l'OM. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième raison pour laquelle c'est une bonne chose qu'il soit international, c'est qu'il postule à une place en bleu pour la Coupe du Monde d'ici quelques mois. Je ne vais pas dire que ça va le forcer à être performant, mais c'est forcément un facteur incitatif fort. Même si, et on va finir sur Jonathan Klaus avec ça, même si moi, à chaque fois que je vois Jonathan Klaus en interview, ailleurs, c'est pas comme si je le croisais tous les 4 matins, mais j'ai l'impression de voir un gars qui est très humble, bosseur, la qualité mentale est là et il ne sera pas celui qui calcule ses efforts. Je pense que voilà, il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter par rapport à ça. Bon, sur la mentalité, c'est aussi un profil qui correspond très bien à Marseille et à l'OM de Tudor, mouille le maillot, etc. Pas de souci sur cette question. On reviendra un petit peu plus tard sur mon avis final sur la question, notamment lui et Suarez. Mais dans l'absolu, ça me semble être une bonne pioche. Et c'est cool aussi que Lens s'y retrouve un petit peu au niveau montant du transfert. Bon, moi je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Mais je dirais pour l'instant, bonne pioche. Ok, on passe maintenant sur Luis Suarez. Luis Suarez, donc l'attaquant colombien, on le voit ici, de Grenade, même si sur Transfermarkt, il est déjà annoncé à Marseille. Il est déjà enregistré à Marseille, ça c'est tout frais, depuis quelques heures. 1m85 pour 83 kg, c'est un attaquant droitier, même s'il a une certaine qualité du pied gauche, 78% droit, pour ceux qui ne connaissent pas trop FBRF, c'est pas mal, ça veut dire qu'il a du pied gauche, et c'est vrai, on le verra sur les images, il n'hésite pas à déclencher des 2 pieds. Ce qu'on peut lire ici sur son parcours, par rapport au parcours de Luis Suarez, c'est plusieurs saisons en seconde division, une où il ne joue pas du tout à Valladolid, une au Gymnastique à 20 ans, une à Saragosse à 21 ans, et c'est vraiment à Saragosse, en seconde division espagnole, qu'il explose avec une saison à 19 buts, qu'il voit ensuite basculer dans la foulée en Liga, à Grenade. Mais à Grenade, ça se passe pas hyper bien. Je pense que c'est ça qui est intéressant avec Luis Suarez, c'est qu'il a fait cette très bonne saison 2019-2020 à 21 ans, et on va le voir sur la courbe de l'évolution de son prix sur Transfermarkt. Ça, c'est le moment de son explosion. Saragosse et ensuite acheté par Grenade. Mais depuis, il est un peu sur un déclin, en tout cas ça stagne un petit peu, il ne s'est pas véritablement imposé en Liga. C'était un joueur de Watford à la base, pour être totalement exhaustif, il avait été acheté en 2017 par Watford et toutes ces expériences-là à Saragosse, avant ça au Gymnastique, c'était en prêt. Grenade l'a acheté à Watford en 2020, c'était son joueur depuis 2 saisons, et depuis qu'il était transféré définitivement à Grenade, ouais, ça s'est pas hyper bien passé, même si Grenade fait une petite plus-value financière derrière. Voilà très brièvement pour la bio. Niveau image maintenant, qu'est-ce que ça donne ? On voit quand on regarde les images un joueur hyper instinctif, très très brut, très émotionnel, je dirais, très athlétique, obsédé par le but, hyper direct, pas très propre techniquement, c'est peut-être même un euphémisme, pas très propre techniquement, mais volontaire, ne comptant pas ses efforts. J'ai envie de dire que c'est un peu l'exemple typique de l'attaquant sud-américain,
je sais pas ce que ça veut dire vraiment, c'est tellement d'attaquants sud-américains, mais celui que je m'imagine en tout cas, il me fait un peu penser à du Mariano Diaz sur certaines actions, un peu sur le profil obsédé par le but, un peu soliste et pas très propre techniquement. Sa sélection de tir est moyenne, il tire un peu à tout va. Il y a celui-ci qui est connu, qui a fait un peu le tour des réseaux récemment, mais en général, je trouve qu'il peut progresser sur sa sélection de tir. À la finition, en général, il y a des progrès à faire. Il n'est pas ce 9 tueur, il est obsédé par le but, mais il n'est pas encore cet attaquant vraiment létal. Quand on regarde son scouting report, donc à nouveau sur FBref, ce qu'on voit, c'est sur le volume offensif, sur l'apport offensif, il y a un fort total de tirs. 2,72 par match, quasiment 3 tirs par match, ce qui le place dans le top tiers des attaquants des 5 championnats majeurs qui tirent le plus au but. Par contre, sur les buts, c'est pas fou. En général, sur les contributions décisives, c'est pas exceptionnel. Ce qu'on disait sur ses déplacements, son profil direct, très droit au but, hyper verticalisant, etc., ça se retrouve sur le nombre de chevauchés avec ballon, où il est dans le top 20%, les dribbles réussis aussi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est plutôt ici le volume défensif qui est correct, voire bon. Tacle, interception, ballon contré, et on le retrouve aussi sur les images où il est cet attaquant de pression, pas mal de clips qu'il montre, il ne ménage pas ses efforts, il aime aller presser le porteur, ça peut être pas mal pour l'OM d'Igor Tudor, qui veut être cette équipe un peu asphyxiante, avec des joueurs très mobiles sur le front offensif, et très embêtant pour l'adversaire. Mon bilan rapide sur Luis Suarez avec les quelques clips que j'ai vus, les renseignements que j'ai pris à gauche, à droite, c'est un des attaquants des 5 championnats majeurs que je connais le moins bien avant de faire cette vidéo, pour sûr, mais maintenant avec un petit peu plus de matière. Mon ressenti, c'est que ça peut être un joueur un peu frustrant. L'énergie, le volume de course, tout ça, ça match très bien avec l'OM et très bien avec Igor Tudor. En revanche, les lacunes techniques, le côté pas assez tueur à la finition, on sait que ça a du mal à passer à Marseille. L'OM a été trop mal servi là-dessus ces dernières saisons, quand on voit comment on finit les histoires, Benedetto, Valère Germain, etc. La réaction des supporters de Grenade au moment de sa vente aussi disent pas mal de choses, ils en avaient vraiment marre de lui, ils en pouvaient plus. C'est jamais rassurant comme portrait, et il y a des choses qui me plaisent, il y a d'autres qui m'inquiètent. En gros, je suis beaucoup moins dithyrambique et convaincu que par Jonathan Klaus. Mon avis final sur la question, je pense que Jonathan Klaus, comme on l'a dit, c'est très bien. Un transfert, c'est jamais une garantie de performance, mais sur un poste de piston comme celui-ci, je trouve que c'est difficile de perdre tes qualités du jour au lendemain. C'est un poste qui est très important collectivement, mais qui est un peu plus isolé sur le côté, où globalement les choses que tu fais, c'est un petit peu les mêmes, a fortiori dans une équipe qui veut presser comme le RC Lens de l'année dernière. Je le vois bien trouver sa place dans le collectif. S'il réussit à franchir le palier mental de l'exposition du Vélodrome, c'est peut-être ça le petit doute, l'interrogation, mais sur la qualité, je serais surpris de voir un Klaus qui met pas un pied devant l'autre la saison prochaine. Ok. Sur Luis Suarez, je vais dire que Marseille, pour Luis Suarez, c'est un vrai palier à franchir. On a un joueur qui a montré beaucoup de promesses en seconde division espagnole avec Saragosse, qui a un profil clair, qui a de vraies qualités, mais c'est aussi un joueur qui ne s'est pas imposé à Grenade. Passer de ne pas s'imposer à Grenade à jouer le podium de Ligue 1 et disputer la phase de groupe de la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un sacré écart de niveau. Donc voilà, pour moi ça dépendra énormément de l'utilisation qui sera faite de Luis Suarez. On voit qu'il peut évoluer sur plusieurs postes de l'attaque, ça c'est quand même assez intéressant, peut-être pour être ce super sub un petit peu partout. On le voit ici sur sa hitmap, très à gauche, même si de base plutôt un avant-centre, peut jouer dans un système à 2 aussi, bon ça c'est des points positifs. Mais voilà, pour moi ça dépendra énormément de son utilisation. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui est extrêmement inégal. Inégal, ça vient avec des côtés positifs, donc il y a son énergie, son bagage athlétique qui est très fort, sa percussion, son attaque de la profondeur, sa mentalité, voilà, tout ça c'est positif, et en plus je pense que ça peut très bien matcher au tempérament de l'OM, encore plus à cette OM version Igor Tudor, ok. Mais inégal, ça veut dire aussi de grosses qualités, mais ça veut dire aussi de grosses lacunes, de gros défauts sur la qualité technique, sur la relation à ses partenaires, la vision du jeu, et même la finition qui est pour l'instant un peu un défaut. Voilà. Sur le front offensif, je dirais que je préfère un joueur inégal, c'est-à-dire avec de grosses qualités, de gros défauts, qu'un joueur qui est 6 sur 10 de partout. Je préfère ça parce que le secteur offensif, il faut faire des différences, et c'est dur de faire des différences quand t'es moyen de partout. Mais
un joueur aussi inégal, il va demander d'être mis dans des conditions, ça va vraiment être le taf d'Igor Tudor, réussir à le mettre dans des conditions où ses quelques qualités sont vraiment exploitées au maximum et où ses défauts sont gommés le plus possible. Voilà, c'est un gros travail, on ne sait pas s'il sera titulaire, j'ai envie de dire plutôt non. L'OM a 4 attaquants de pointe avec lui, Milik, Dieng, Bakambu et donc Luis Suarez. Si tu veux jouer dans un système à une pointe comme était celui que pratiquait Igor Tudor avec l'Hellas l'année dernière, Simeone devant Caprari et Barak, si tu joues dans un système à une pointe, je prendrais Milik pour sûr. Si tu joues à 2, pourquoi pas, du coup Milik Suarez, ça peut le faire. Bamba Dieng, moi j'aimerais bien le voir plus, et même beaucoup plus, mais j'ai l'impression que Fribourg est sur le dossier. Peut-être que ces 4 attaquants de pointe, si c'est considéré comme un peu trop, peut-être qu'il y en a un qui peut partir. Et j'ai l'impression que Bamba Dieng, sa valeur marchande, pourrait être intéressant pour Marseille. En tout cas, je vois les bruits de couloir, même si lui, pour le coup, j'aimerais bien le voir plus, rester et faire une belle saison de Ligue 1. Mais voilà, peut-être qu'il faudra au moins un départ. En tout cas, en l'état, je ne vois pas Suarez passer devant Milik. C'est quand même un profil qui m'intéresse parce que, comme j'ai dit, grosse qualité, gros défaut, c'est forcément spectaculaire. Il va forcément y avoir des choses à regarder. Mais je suis moins convaincu d'emblée que pour Jonathan Klaus, qui là est une vraie bonne pioche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai vu aussi que Marseille était sur Jordan Verretou, même s'il semble privilégier l'intérêt de l'AC Milan. Tout ça pour dire que Marseille n'a pas fini de recruter. Il va y avoir encore quelques acquisitions et ce sera sans doute l'opportunité d'en faire des vidéos. Donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On parle de Mercato quasiment tous les jours en ce moment. C'est un vrai plaisir. Et voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous.